Alors, nous allons débuter la deuxième table ronde de la journée avec WooClap dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est l'application qui permet de poser l'ensemble des questions à nos invités. Vous allez avoir le QR code là et le QR code reste également sur la présentation de la table ronde. Vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Et Nicolas Castoldi, qui va nous rejoindre là sur scène, va pouvoir interviewer du coup les invités un quart d'heure avant la fin de la table ronde. Donc j'invite Nicolas à nous rejoindre sur scène pour parler de la digitalisation comme catalyseur de transformation du système de santé. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tous. On ne m'avait pas prévenu quand même qu'il y avait quand même 2 obstacles majeurs. Le premier, c'était de parler sous le contrôle de Fabien Guez après qu'il a animé, ce qui crée un stress, et de le faire avec en plus le président de la HAS au premier rang. Bon. Ouais. Non, mais honnêtement, on devrait invoquer un droit de retrait. Bon, bref, bonjour à tous. On est collectivement ravis de vous retrouver cet après-midi pour cette belle séquence de réflexion. Je vais inviter nos nobles intervenants à venir sur scène. Et je vais les présenter au fur et à mesure. On va commencer par l'ordre de proximité immédiate. Roman, si tu veux bien nous rejoindre. Roman Senkonsari, qui est chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker et professeur à Paris-Cité sous son contrôle. Myriam Reynaud, qui est associée chez OnePoint. Étienne Benjebar, qui est responsable innovation au CHU de Nantes. Théo Lenné, qui officie chez Servier, qui a un fan club présent dans la salle. C'est bien. Et un peu timide, mais Gilles Tristram, le directeur général de Génopole. Voilà. Alors, le thème qui nous a été donné ressemble un peu bizarrement à un sujet de dissertation. Alors, je le lis parce que je n'avais toujours pas vraiment compris, mais la digitalisation, catalyseur de transformation du système de santé. Et on a collectivement essayé de comprendre le sujet qui nous était donné, et on est parti de l'hypothèse que le sujet, c'était tous ensemble et avec cette alliance de compétences et de points de vue, d'essayer de réfléchir devant vous aux transformations en cours dans les prises en charge, évidemment, et au rôle déterminant ou non déterminant de la digitalisation, qui est à la fois un facteur d'accélération, mais qui pose un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui clairement ouvertes et offertes aux uns et aux autres. Et donc, on va essayer de balayer ça avec nos différents intervenants. Pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, c'est Myriam Reynaud qui a accepté de s'y coller. Peut-être pour revenir un instant sur ce lien entre digitalisation, innovation, transformation, pour comprendre aussi d'où viennent les sujets qu'on évoque aujourd'hui et pointer un certain nombre de questions qui sont encore ouvertes. Et je te laisse commencer. Ça marche? Oui. Bonjour à tous. Donc, la question qu'on va poser, donc, quel rôle entre digitalisation et innovation? Bien, pour OnePoint, pour moi-même, après 30 ans de consulting, la digitalisation est le prérequis à l'innovation, et notamment en matière d'IA, d'objets connectés, tout ce qu'on a, et des futures innovations qu'on ne connaît pas encore. La digitalisation, c'est le socle avec 2 aspects. Le premier, qui dit IA, dit data. Pour qu'il y ait des data, et notamment à l'hôpital, mais également en ville, il y a quelques prérequis. Un premier requis, c'est la maison de Dominique Pont, c'est-à-dire des identifiants, avec des travaux en cours, l'INS, donc l'identifiant national de santé, dont le déploiement vient de se terminer, des référentiels nationaux. Je pense à celui qui se termine sur l'Aurore national et qui a bien manqué pendant le Covid, des normes, deux normes, notamment une norme sur le parcours médical, qui est une norme internationale, qui est la norme FHIR, et une norme moins connue sur la prise en charge dans le cadre des parcours administratifs, qui est une norme nationale, qui est la norme H'-XML V3. Donc, voilà. Donc, des normes, un cadre d'interopérabilité également, qui s'impose de plus en plus fortement aux éditeurs, et pour les hôpitaux, les éditeurs, vous allez voir, c'est quelque chose de très important qui structure la digitalisation, n'est-ce pas? Que ce soit pour les petits ou les grands hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, lucratifs ou non lucratifs. Deuxième point, c'est l'interopérabilité pour que les datas soient exploitables.
l'interopérabilité au sein même de l'hôpital. Comme je vous le disais, le système d'information hospitalier est construit sur des briques progicielles qui ne se parlent pas encore tout à fait entre elles, avec longtemps un frein de la part des éditeurs parce qu'ils étaient propriétaires et n'avaient pas envie d'ouvrir leur système d'information, leur logiciel. Et c'est le cadre d'interopérabilité qui les oblige maintenant avec des financements à la clé pour inciter. Cette interopérabilité donc, au sein de l'établissement, au sein des groupes qui soient hospitaliers publics, donc les GHT. C'est important de savoir que, bien sûr, la convergence se fait au sein des GHT, la convergence des systèmes d'information, que ce soit sur le parcours administratif qu'on appelle la gamme ou sur le parcours médical qu'on appelle le DPI, le dossier patient informatisé. Cette convergence, elle se fait dans le temps. Elle coûte extrêmement cher puisqu'il faut que tout le monde change ses systèmes d'information vers celui-ci, celui qui a été choisi comme cible, tant pour la gamme que pour le DPI. Et cette convergence, elle se fait dans le temps au sens où, quand un hôpital doit changer de système d'information, il va prendre la solution cible. Mais tant qu'il ne change pas de système d'information, il garde la solution en cours. Donc, ça peut prendre une bonne dizaine d'années pour pouvoir arriver à la cible d'un même système d'information au sein du GHT. Pour les groupes privés, qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs, c'est la même chose. Ces groupes sont souvent issus de rachats d'entreprises ou de cliniques ou de groupes de cliniques avec des systèmes d'information ad hoc. Et donc, la convergence se fait dans le temps pour les mêmes raisons, pour des questions financières. Donc, une convergence au sein des groupes et puis, bien sûr, entre la ville et l'hôpital. Et pour vous donner deux parcours types où il y a besoin de convergence, c'est du MCO, établissement en médecine chirurgie obstétrique, vers le SMR, du SMR vers l'EHPAD, peut-être avec le HAD au passage, hein, donc l'hospitalisation à domicile, toute la médecine de ville autour et le domicile. Ça, c'est un premier parcours sur lequel il y a besoin d'interopérabilité et de digitalisation. Un deuxième parcours type, c'est l'établissement psy, avec ses satellites, les CMP, les CATTP, etc., vers tout le monde de ville médico-social, les IME, les IMPRO, les CESAD, etc., et la médecine de ville autour de ces structures, les psychiatres, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, etc., les psychologues et le domicile. Donc, on voit des parcours très complexes, on parlait de complexité précédemment, sur lequel il y a besoin de digitalisation, d'interopérabilité. Je pense l'interopérabilité, c'est pas obligatoirement de l'API, je pense à un outil qui s'appelle Via Trajectoire, que certains connaissent peut-être, qui permettent de communiquer et d'orienter les patients de manière informatique entre le MCO et le CMR, le SMR et l'EHPAD, etc. Ce monde se digitalise très lentement. Ça a commencé il y a 25 ans et ça prend beaucoup de temps. Et je vais donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de la carte vitale. Ça a commencé il y a 25 ans, la carte vitale. Aujourd'hui, on n'est pas à 100% de déploiement de la carte vitale dans toute la médecine de ville. La CNAM était présente tout à l'heure, on doit être plus de 80%, mais pas à 100%. Voilà. Donc, idem, donc il faut déployer et harmoniser les systèmes d'information et les pratiques de 200 000 professionnels de santé, 3 000 hôpitaux publics et privés et 30 000 établissements médico-sociaux. Ça prend du temps et de mon point de vue, et là ça n'engage que moi, en termes de digitalisation de cet écosystème de santé, il nous reste encore 10 à 20 ans de travail au même rythme qu'aujourd'hui pour arriver à la cible telle qu'elle est vue par la DNS. C'est le message d'espoir initial. Pardon ? C'est le message d'espoir initial, ça. Deuxième volet de ces infrastructures qui permettent les applications connectées, de santé connectée. Le mot important, c'est connecter. Et bien, pour pouvoir connecter, il faut du Wi-Fi. Donc, dans l'hôpital, le Wi-Fi, je sais que c'est un sujet un vrai sujet dans les hôpitaux auquel personne ne pense.
et notamment dans le cadre du Smart Hospital. On a la chance d'accompagner depuis plus d'1 an le CHU, enfin le nouvel hôpital du CHU de Nantes. Qui dit digitalisation de l'hôpital, dit des médecins qui vont se déplacer dans le futur avec leur système d'information embarqué sur leur téléphone ou une tablette, pardon. Et donc, il faut du Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, ça coûte extrêmement cher de câbler tout un hôpital sur le Wi-Fi et que ce soit transparent pour le médecin, pour les autres professionnels de santé, pour les patients, pour les aidants, les autres visiteurs. Donc, il y a tout un travail d'arbitrage, de calcul de ROI pour trouver le bon curseur entre le bon niveau de câblage, le bon niveau de Wi-Fi 2G, 3G, 4G, 5G et le coût de ces équipements. Et ça, c'est un vrai enjeu d'infrastructure. Voilà, tous ces enjeux pour 2 éléments, de mon point de vue, pour aider les professionnels de santé. Un, en limitant leur charge de travail administrative, pour libérer ce temps vers du temps de soins et les aider. Le digital et les innovations associées doivent aider les soignants à soigner, que ce soit tout au long du parcours thérapeutique du patient, donc avant, donc prévention, alerte, diagnostic, pendant le soin et le suivi post-soin. On a parlé de télésurveillance tout à l'heure, c'est tout à fait le cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a parlé infrastructure. On a compris que digitaliser un environnement de soins avec plein d'effecteurs qui sont dans plein de registres, c'était compliqué. On a compris que ça prendrait du temps et que ça en prend déjà. Et par ailleurs, sur le Wi-Fi, je ne peux que me permettre de rebondir sur ça pour avoir vécu l'expérience de tentative de test en vraie vie d'une super solution faite par une startup française absolument remarquable. On s'est heurté le premier jour à ce problème, qui était l'absence de Wi-Fi. Et par ailleurs, on était dans un bout du bâtiment où la 4G passait pas. Une fois qu'on s'est dit ça, on a trouvé des solutions, mais c'était un point de départ. Alors, sans donner dans le misérabilisme, je passe la parole à Romane pour le coup, peut-être nous dire aussi ce qu'on peut attendre en termes de promesses cliniques dans la prise en charge des patients, ce que la digitalisation permet de faire. Je sais que tu as un exemple que tu veux partager avec nous tous aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, donner ton point de vue de clinicien et de chercheur dans cette longue marche. Oui, merci Nicolas. Donc moi, je vais vous raconter une petite histoire qui recoupe beaucoup des thèmes qui ont été évoqués. C'est un projet qu'on a développé au sein de mon laboratoire à l'Institut Imagine. Donc moi, je travaille dans un centre de maladies rares sur les malformations crânio-faciales. C'est des enfants qui ont des maladies lourdes, qui nécessitent beaucoup d'interventions chirurgicales. Donc j'essaie de faire de la recherche pour améliorer à la fois leur prise en charge, mais aussi leur diagnostic. Et un des problèmes auxquels sont confrontés ces familles et ces enfants, c'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. C'est le temps qu'il faut pour qu'ils arrivent dans les centres de référence et les centres de compétences. Et même une fois qu'ils sont arrivés dans ces centres, il y a encore un très long temps jusqu'au diagnostic. Il y a un quart des enfants qui attendent jusqu'à 5 ans pour arriver jusqu'au bon centre de référence au sein des 7000 maladies rares qui existent. Et une fois qu'ils ont atteint leur but en termes d'adressage, il y a encore 1 an et demi d'attente pour qu'ils aient le diagnostic. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Et dans le labo, on a essayé de réfléchir à un moyen de lutter contre ce fléau de santé publique. On a développé quelque chose qui recoupe toutes ces thématiques de numérisation et de digitalisation. C'est une application pour les téléphones portables qui utilise des photographies cliniques, qu'on prend la photo du patient de face et de profil, qui fait une analyse de ce visage et qui donne le centre le plus adapté auquel il faut adresser ce patient. Donc c'est une application qui est destinée aux professionnels de santé, qui l'auront sur leur téléphone. Notre développement est bientôt terminé, donc on pourra le diffuser dans quelques mois pour les professionnels de santé. Donc ils prendront l'enfant en photo de face et de profil et ils auront une carte de France avec adressé cet enfant au centre de référence maladie du collagène à Toulouse ou troubles développementaux à Nancy, par exemple. Alors, comment ça marche et pourquoi est-ce que ça nous intéresse dans la discussion d'aujourd'hui? C'est que pour faire fonctionner cet algorithme, il faut beaucoup, beaucoup de données. C'est un algorithme qui fonctionne sur l'analyse de centaines de milliers de photos avec des méthodes d'IA et qui permet de faire une similarité entre la nouvelle photo qui arrive du patient qui est en face du praticien et une banque de données immense de photos qui ont été accumulées au cours des années et des années de pratique à l'hôpital Necker. Et qui permet de faire des ponts entre le phénotype de l'enfant qui est en face de nous et la banque de données qui a été accumulée. Et cette banque de données, elle existe grâce à un travail clinique en amont et une digitalisation de ces données.
Et je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Vous pourrez aller voir la démonstration de cet algo au 4e étage. Il y a un stand avec un des membres de l'équipe qui le présente. Donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne, à la pause. En tout cas, là où c'est intéressant dans notre discussion, c'est que ça recoupe plusieurs points qui sont au centre des questions qu'on aborde. Le premier, c'est la concentration et la mise à disposition de ces données. C'est des enjeux très importants parce que le fait d'accumuler des données de manière dispersée, ça ne préfigure pas le fait de pouvoir les réutiliser de manière optimale. Donc, il faut créer des structures qui permettent de mettre ces données ensemble et les réutiliser. Après, une fois qu'on a créé ces structures, une couche supplémentaire qui est fondamentale, c'est l'intervention des cliniciens pour donner un sens scientifique et clinique à ces données. Une donnée brute sans annotation, sans existence scientifique, c'est pas utilisable pour faire de la recherche et être valorisé d'un point de vue médical et scientifique. Donc, il y a une couche de travail sur ces données qui accompagne ou qui vient après la digitalisation. Ensuite, il y a une interaction très forte avec la recherche pour mettre à disposition les outils les plus avancés d'IA pour faire fructifier ces données, les faire vivre et créer une application avec toutes les étapes de recherche fondamentale, puis de recherche appliquée pour aller d'une idée de recherche à une application. Donc tout ça fait partie de la vie de la numérisation des données dans un établissement hospitalier. Et ensuite, il y a une dernière étape où il faut faire rentrer cet objet digital dans la manière de travailler des soignants. Et ça aussi, c'est un défi. C'est une chose de créer un objet très, très performant, même théoriquement très utile, et c'en est une autre que cet objet soit adopté dans la pratique par les médecins des centres de référence, les pédiatres, les néonatologistes. Donc, cette application qui s'appelle ID, Artificial Intelligence for Dysmorphology, on en a parlé avec Nicolas, c'est pour ça qu'on a choisi de vous en parler, c'est que je trouve qu'elle est assez transversale dans les différents problèmes qu'elle aborde, depuis la naissance de la donnée en milieu hospitalier, son regroupement au sein d'entrepôts de données, sa structuration, la couche supplémentaire d'informations cliniques qui est rajoutée par le travail des praticiens, son interaction avec des structures de recherche qui la valorisent, le cheminement de la recherche vers l'innovation, qui est aussi un processus en soi après la recherche fondamentale, et puis l'adoption par les soignants qui l'intègrent dans leur travail, tout ça avec comme objectif de revenir aux patients et d'améliorer les parcours de soins. Merci beaucoup. Et avant de passer de prolonger ton propos, et merci à toi autour de ces questions de diffusion dans la vraie vie, de transformation dans la vie quotidienne hospitalière avec Étienne. Juste pour dire, cet exemple, il est aussi extrêmement illustratif de ce que permettent de faire les outils qui voient le jour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part d'une expertise qui aujourd'hui sous contrôle est détenue par un petit nombre de médecins experts à l'échelle nationale dans une structure comme l'IHU Imagine, qui au fond sont capables de repérer dans des traits physiques d'un enfant le signe d'une pathologie très identifiée, qui sont un tout petit nombre à l'échelle nationale, et on essaie de mettre à disposition ce savoir-là pour mieux orienter et permettre à un médecin qui, pour le coup, se situe n'importe où sur le territoire, mais d'être capable d'orienter vers la bonne filière maladie rare à un enfant qui, sinon, est condamné à l'errance thérapeutique. Donc derrière ça, il y a bien un sujet, tous ces outils-là peuvent nous permettre, au fond, d'élargir ou de digitaliser ou de transformer en une mécanique pertinente, mais un savoir qui aujourd'hui est incarné par un petit nombre d'individus à l'échelle nationale. Et c'est aussi quelque chose qui a derrière tout ça. On faisait le commentaire au passage en préparant la table ronde au-dessus, que par ailleurs, ce que veut dire aussi ce processus, c'est qu'à la fin des fins, l'orientation est faite par l'outil. Et qu'on assume aussi le fait d'ancrer de l'expertise dans un outil numérique dans lequel on n'est pas forcément capable d'aller expliciter en détail pourquoi, à la fin des fins, c'est cette orientation-là qui se fait. Mais pour autant, il est sans doute pertinent et sans doute fiable. Je reviens à la vraie vie, Étienne, si tu acceptes cette mission. Au fond, le point de vue très hospitalier ou très hospitalo-universitaire, c'est aussi celui-là. C'est aussi de savoir comment est-ce qu'on accueille des innovations qui arrivent dans une vie hospitalière qui est une vie très particulière. Est-ce que tu peux nous dire à la fois de ton point de vue où on en est dans le grand chemin décrit par Myriam, quoi, il nous reste 15 ans, 20 ans, 25 ans, bref, où on en est de ce chemin-là, et puis comment, de ton point de vue, à la fois se fait cette interaction entre IA et digital, et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer d'accélérer un peu le rythme dans un processus qui restera long en toute hypothèse? Oui, merci. Alors, je vais essayer de redonner un peu de baume au cœur à ceux qui développent des solutions digitales pour les hôpitaux. Alors déjà, pourquoi l'hôpital est important dans l'innovation? L'hôpital est au cœur du réacteur, depuis l'identification du besoin médical non satisfait jusqu'à l'intégration de ces solutions numériques dans la vraie vie, et puis toutes les étapes
entre entre le besoin et puis l'intégration dans la vraie vie, notamment la recherche clinique et l'évaluation. N'en déplaise d'ailleurs à Nicolas Rivel, on continue à évaluer des solutions numériques à l'hôpital. Ça fait partie de notre savoir-faire. Quelque chose d'important, et puis la conférence aujourd'hui a le thème du care. Pourquoi on fait de l'innovation à l'hôpital ? C'est une obligation. On vient jouer sur l'attractivité de notre personnel soignant, ça c'est très important. Quelques chiffres, au CHU de Nantes, c'est 14 000 agents hospitaliers, il y a quasiment 10% d'absentéisme. Alors on a arrêté d'applaudir les soignants, mais on continue, notamment par le biais de l'innovation, de prendre soin d'eux, d'améliorer leur qualité de vie au travail. Je citerai quelques exemples. Équiper des aides-soignantes avec des exosquelettes, équiper nos médecins avec des outils d'IA de consultation pour favoriser, limiter le temps passé à faire de l'administratif pour maximiser le temps au chevet du patient. C'est des exemples. C'est les accompagner, outiller la démarche d'innovation, accompagner des PUPH qui souhaiteraient développer des projets d'entrepreneuriat. Monsieur Toledano, tout à l'heure, très justement, parlait des paramédicaux. Sur les 14 000 agents hospitaliers, c'est quasiment 7 500 paramédicaux, c'est les aides-soignantes, c'est les kinés. Donc l'innovation doit être accessible à tous, non pas seulement aux PUPH, mais aussi aux paramédicaux. Et bien sûr, ce sont des futurs utilisateurs de ces innovations. Donc c'est très important aussi d'accompagner la démarche d'innovation de ces professionnels de santé, de tous les professionnels de santé. Et enfin, sur la digitalisation, peut-être un chiffre assez parlant, au CHU de Nantes, il y a quasiment 400 applicatifs métiers qui sont maintenus par nos équipes des systèmes d'information. Donc c'est colossal. Je crois que c'est environ 1000, on en a discuté à la PHP. Vous voyez, donc il n'y a pas de passage à l'échelle intéressant. Plus l'hôpital est gros et plus le nombre de solutions digitales est important. Ça, c'est intéressant comme constat qu'on peut faire. Et donc nous, au département innovation, on accompagne tout type d'innovation. Alors pas que du numérique, on fait encore des innovations low-tech. Je peux vous donner des exemples. Enfin, et j'y tiens, parce que toutes les innovations ne sont pas que numériques. Il y a de l'innovation organisationnelle. Exemple, le zéro cotention en psychiatrie. On développe un bassin de lit innovant. Vous voyez, c'est des choses qui sont relativement low-tech. Trouver des alternatives à la blouse fendue dans le dos. Et puis, on a des choses beaucoup plus deep tech. Développer des modèles de langue ou des modèles de voix plutôt pour prédire le risque d'AVC en régulation médicale. Des jumeaux numériques. On a prédire le risque de rupture d'anévrisme. On a intégré cette fois-ci un logiciel d'intelligence artificielle en anatomopathologie pour mieux diagnostiquer le cancer de la prostate. Vous voyez, donc l'innovation, c'est du low-tech, c'est du deep-tech, et puis toutes les innovations numériques entre ces deux polarités. Je peux vous citer des exemples d'applications numériques cette fois. Une application numérique pour favoriser, pour digitaliser le parcours d'astreinte à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est une liste de noms de personnel d'astreinte qu'on appelle avec le téléphone. On a digitalisé ce processus-là. On a parlé tout à l'heure des maladies chroniques et notamment des patients cardiovasculaires. On a développé avec un laboratoire pharmaceutique un programme de prévention secondaire pour les patients qui sortent de l'hôpital après un premier événement cardiovasculaire. Donc là, on vient jouer sur la prévention secondaire pour ces patients-là. Donc vous voyez, il y a un peu tous les types d'innovation, et puis une innovation qui est en train de un peu bousculer nos pratiques. J'en ai un peu parlé, c'est les modèles de langue qui ont pléthore de cas d'usage à l'hôpital. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt chez nous pour faire remonter des cas d'usage des LLM au quotidien. Le constat qu'on fait, c'est que quasiment la totalité, alors je ne vais pas dire la totalité, mais beaucoup de personnel utilisent d'ores et déjà des LLM à l'hôpital, sur du shadow IT aussi, beaucoup. Donc on essaye de cadrer ce qu'on appelle des shadow IT, c'est-à-dire des projets sous-marins qui ne sont pas validés, qui ne sont pas maintenus par nos équipes informatiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de profil métier, on a du directeur d'hôpital jusqu'à l'infirmier, jusqu'au kinésithérapeute, sur à peu près tous les cas d'usage de la recherche clinique, des chatbots patients, de l'aide à la planification. Vous voyez, donc je trouve que l'horizon est assez désirable. Il est probablement assez lointain, et donc nous, notre rôle à l'innovation, c'est de le rendre beaucoup plus proche et de le rendre réel. Et donc on essaye, tant bien que mal, d'intégrer ces innovations numériques dans la pratique. Merci beaucoup, Étienne. On va peut-être prolonger avec Gilles et Théo. Tu fermeras la marche s'il l'accepte. Mais ce n'est que pour déployer mieux vos ailes. Peut-être à la fois rebondir sur ce qui vient d'être dit avec un point de vue un peu différent, mais sur ce que vous voyez aujourd'hui justement dans les différentes sortes d'innovations, la place du digital versus d'autres. Et peut-être aussi parler un peu, tu l'as évoqué implicitement, Étienne, mais de ce qui se met en place dans des logiques de tiers-lieux autour de certains types d'outils.
pour accompagner et accélérer l'émergence des innovations digitales. Oui, merci. Premier élément, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet en santé que nous, on voit arriver qui ne parle pas à un moment ou à un autre. Alors, on pourrait rayer le mot digital parce que c'est intelligence artificielle à chaque fois en ce moment. Soit parce que c'est un outil pour faire, soit parce que c'est la finalité. Et voilà, donc quand on met intelligence artificielle, il y a les deux dimensions. Et pratiquement tous les projets qui parlent recherche-innovation vont traiter cette question aujourd'hui, l'aborder et l'intégrer. Voilà, ça c'est un fait, il faut faire avec, il faut savoir l'expertiser, savoir si ça a du sens, si ça va tenir ou pas. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vais rebondir sur les deux présentations parce que sur Génopôle, on a plusieurs dispositifs qui vont dans le sens de ce qui a été dit. Il y en a un, l'appel à idées, qui se fait avec le centre hospitalier suisse-francilien. On va chercher auprès des médecins et des praticiens des questions qu'ils ont et on les met en contact avec des équipes de recherche, en particulier beaucoup en digital, pour régler la question, le problème qu'ils ont. Ça génère jusqu'au bout des startups, des brevets, des choses comme ça, mais ça génère des outils que les praticiens vont pouvoir mettre en œuvre, utiliser. Alors, shadow un peu peut-être, hein, mais en tout cas, c'est transparent, c'est à l'échelle de l'hôpital. Et le point de départ qui est important, c'est que la question vient du praticien hospitalier, du médecin, des infirmières, de l'environnement. Donc ça, je pense que c'est un axe important et on voit que ça marche bien et on arrive à agréger des équipes de recherche qui viennent se greffer à ça et qui développent ces applications et qui, en incluant des étudiants, vont en sortir des choses. On a un deuxième dispositif qu'on appelle un peu à tort hackathon, mais c'est le problème. D'ailleurs, on le fait ici à OnePoint ces 2 dernières années. Une équipe de recherche pose une question, elle a des données, et on la connecte avec des équipes de recherche en digital. Ça fait 4 ans que ça existe. Il y a des équipes mixtes qui se sont construites comme ça, qui n'existaient pas avant, et qui sont à l'interface de l'interdisciplinarité entre le domaine biologie et le domaine du numérique. Donc je pense que ça, c'est des axes qui sont intéressants. Et du coup, quand la Banque des Territoires a lancé l'appel à projet tiers-lieu, ça nous paraissait une évidence de répondre. Donc on a répondu, et le tiers-lieu qui se met en place en ce moment, il est centré sur la question du diabète, avec l'idée qu'on va sortir de l'hôpital. Il y a l'hôpital, évidemment, il y a la question des urgences qui a été soulignée tout à l'heure et comment on peut faire entre eux, mais il y a la médecine de ville, il y a la médecine mobile, il y a les lieux spécifiques pour traiter du diabète. Et toute la question, c'est au-delà de ces exemples, ce que je viens de dire sur ce qu'on fait à Génopôle, c'est comment on va démontrer qu'un outil logiciel pour traiter un des éléments autour du diabète, qui peut être du diagnostic, qui peut être comment on traite certains aspects, etc., comment il monte en échelle. C'est-à-dire comment il devient quelque chose qui prend une ampleur plus grande que ce que la start-up va pouvoir montrer. Et ça pose des questions du numérique pur, là. C'est comment on se connecte aux bases de données de l'hôpital, avec toutes les respects de réglementation, le confidentiel, enfin, la transparence et toutes ces questions qui sont associées. Et comment on va, nous, et c'est notre challenge, et moi, mon souhait, c'est qu'on le développe sur diabète, mais que si on démontre sur diabète que ça marche, on l'étende à d'autres questions. Comment on va qualifier, comment on va certifier qu'une solution logicielle ou utilisant du logiciel qui a marché, qui est validé dans un cas, elle peut être utilisée et se disséminer dans tout un tas d'autres cas. Au passage, peut-être qu'on sera amené à traiter des questions qui sont plus direct de ce que Myriam a exposé, de cette interopérabilité des bases de données, de l'apport d'expertise qui peut être donné par les entrepreneurs qu'on accompagne qui sont porteurs de ces objets et par les médecins ou le système hospitalier et comment tout ça va coopérer et fonctionner ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à tous les coups, mais en tout cas, on a un cadre pour le développer, le montrer. On va accompagner plusieurs projets par an. Et puis, on fera le point dans 2-3 ans pour dire que, je croise les doigts, on a réussi et qu'on montre que là, le digital peut être un élément qui accompagne jusqu'à éviter d'aller aux urgences à l'hôpital, par exemple. C'est un des enjeux pour que tout le système de médecine de ville, comme ça a été dit et que ça a été dit dans la keynote tout à l'heure, soit en capacité de faire cet accompagnement. Juste un tout petit mot avant de passer enfin la parole à Théo, parce que ses fans sont nombreux. Mais juste, ce que vous décrivez à l'instant en matière de tiers-lieux, c'est des structures qui se mettent en place un peu partout sur le territoire. Il y en a une trentaine labellisées au cours des dernières années.
Elles sont portées par des acteurs de santé, des établissements de santé, et elles ont la vertu, somme toute, de permettre d'aller identifier et lever un certain nombre d'obstacles qu'on a évoqués, du Wi-Fi jusqu'à des questions de prise en main et d'impact organisationnel de solutions, mais de faire cet exercice-là et de permettre aussi de lever les obstacles, enfin, de comprendre les obstacles pour pouvoir les lever, ce qui n'est jamais inutile. Pour en arriver aux médicaments, alors Théodore Lenné, côté Servier, juste pour du coup élargir un peu la perspective autour des enjeux de la digitalisation pour les grands industriels de la pharma dont vous êtes, et nous dire aussi là précisément où on en est, c'est-à-dire par rapport à un monde idéal où ChatGPT pourrait non seulement vous parler toute la journée, mais aussi générer votre traitement personnalisé à la demande. Où on en est exactement de ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quel est l'impact présent, passé, présent et à venir? Alors, juste avant de donner quelques exemples concrets, le pourquoi c'est structurant pour soutenir l'innovation thérapeutique, le digital et la data et l'intelligence artificielle. Le, le coût de découverte et de développement d'un médicament, aujourd'hui, en moyenne, c'est 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Ça prend toujours entre 10 et 15 ans en moyenne pour développer un nouveau médicament. En revanche, la probabilité de succès qu'un candidat médicament devienne un médicament sur le marché, elle a été divisée par 2 en 20 ans. Pour donner un exemple, dans le domaine de l'oncologie, la probabilité de succès, c'est 4%. Donc, on le voit bien pour les industriels de la pharma, pour Servier en particulier, on a cet enjeu majeur d'augmenter la probabilité de succès et de réduire le temps de développement d'un médicament. Donc on a cet enjeu également pour le patient, de manière à pouvoir amener le plus tôt possible des solutions thérapeutiques aux patients. Et c'est la raison pour laquelle, donc pour rebondir sur le thème de cette table ronde, nous considérons que le digital, l'intelligence artificielle sont absolument clés pour soutenir l'innovation thérapeutique et vont contribuer à augmenter cette probabilité de succès et réduire ce temps de développement des médicaments. Alors, je vais prendre juste un petit exemple. Parce qu'on va retrouver des cas d'usage tout au long de la chaîne de valeur on va dire de la R&D d'un laboratoire pharmaceutique. Et donc sur les phases dites de early research, de recherche amont, comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui l'IA pour faciliter l'identification d'une nouvelle molécule candidate. Donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, donc on a identifié une cible pathogène, par exemple une cellule, une forme de cancer à travers un certain nombre de cellules. Et une fois qu'on a cette cible-là, tout l'enjeu va être de trouver les molécules, la bonne molécule qui va permettre de cheminer dans le corps humain, de passer éventuellement les différentes barrières. Alors, si en cas de cancer du cerveau, par exemple, les barrières cérébrales, pour ensuite atteindre la cellule pathogène, s'accrocher à cette cellule, donc on dit docker, hein, pour se docker à cette cellule, et enfin la neutraliser. Et donc, pour ça, dans le processus traditionnel, on va tester dans une librairie physique de molécules, de centaines de milliers de molécules, on va tester le comportement de ces différentes molécules par rapport à cette cible pathogène. La nouveauté, grâce à l'intelligence artificielle, c'est qu'on va faire le même travail, mais en mode in silico. Donc, on va le faire à travers des algorithmes sur un ordinateur. Et cette fois-ci, on ne va pas le faire avec une centaine de milliers de molécules, mais avec des dizaines, voire des centaines de millions de molécules différentes. Et à la fin, on va se retrouver avec, disons, une soixantaine, enfin quelques dizaines de molécules candidates, alors que dans les processus traditionnels, on en a encore plusieurs centaines. Et pourquoi si peu, entre guillemets, c'est qu'on a pu prédire, grâce à l'intelligence artificielle, quelles allaient être les propriétés de ces molécules candidates, et on va pouvoir exclure des phases suivantes, celles pour lesquelles on estime
qu'il y a un profil de toxicité trop important, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Et comme je vous l'ai dit, on utilise l'IA à toutes les étapes de la chaîne du valeur du médicament, dans les tests cliniques, par exemple. Nous allons, vous savez, de plus en plus vers de la médecine dite de précision, avec des patients qui sont répartis sur toute la surface de la planète. Et tout l'enjeu, ça va être de sélectionner les sites pour lesquels nous allons faire les tests cliniques. Et là, l'intelligence artificielle va nous permettre d'identifier les bons sites autour du monde pour lesquels il y a des patients avec ce type de pathologie. Donc là, on va gagner énormément de temps dans ce processus. Et enfin, juste pour donner encore un dernier exemple sur notre chaîne de valeur, tout à la fin de la chaîne de valeur, donc il y a toute la partie soumission du médicament aux agences réglementaires. Ça, c'est un processus qui prend à peu près entre 1 et 2 ans. Et grâce à des techniques de generative AI, on va aider les collaborateurs, les équipes d'experts, en automatisant des tâches à faible valeur ajoutée pour gagner jusqu'à 6 mois dans ce processus. On appelle ça le medical writing. Voilà, quelques exemples tout au long de la chaîne de valeur, mais je pourrais en citer des dizaines. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce dernier exemple en même temps, je me demande dans quel monde on entre, c'est un monde dans lequel une IA va écrire un dossier et qu'une IA va lire. Ça pose aussi une question en fait sur le statut de la documentation derrière ça, mais qui est une question intéressante et utile. Alors, on a encore quelques minutes devant nous pour à la fois répondre aux questions qui commencent à s'afficher derrière nous et puis aussi peut-être poursuivre la discussion. On va peut-être prendre la première question qui est là, puis après j'interrogerai nos panélistes sur d'autres aspects. Mais peut-être pour commencer, Gilles, mais je pense qu'Étienne peut rebondir aussi. On a parlé accompagnement de projets d'innovation dans un monde hospitalier, en tout cas de soins. Comment vous formez les équipes et quel type de profil vous avez, tiens? Gilles d'abord et puis Étienne, si tu veux rebondir. Je suis enseignant, donc la formation, je pense qu'elle est fondamentale. La transmission aussi, je le dis au passage. Je pense que les deux sont deux manières d'amener ça. Oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas une prétention que dans un dispositif comme Génopôle, on ait toutes les compétences. Et donc, on va aller chercher et s'associer avec des compétences complémentaires. Voilà, donc, mais c'est sûr qu'il y a un enjeu très fort dans un monde qui bouge énormément, et on le verra tout à l'heure dans la fin des questions, à être capable d'amener la bonne réponse, la bonne orientation dans une situation donnée. Et voilà, et les sciences du vivant évoluent tellement vite aujourd'hui que c'est illusoire de penser qu'on va avoir la totalité de ces connaissances. Est-ce que le digital va aider? Moi, je rajouterais un sommet au triangle, c'est que les sciences humaines sont quelque part aussi là-dedans, parce qu'il y a l'appropriation, il y a l'ergonomie des dispositifs, il y a l'acceptabilité sociale. Enfin, toutes ces questions, elles sont essentielles. Si on ne les prend pas en compte, je pense qu'on a des chances de voir de très beaux projets se planter. Étienne, sur les profils, une seconde. C'est une question intéressante. Peut-être une stat, nous, sur les ambassadeurs innovation, c'est-à-dire c'est des porteurs de projets, c'est du personnel qui ont participé de près ou de loin à des projets d'innovation. 75% sont des médecins, 15% seulement sont des paramédicaux. Alors, c'est 15% déjà, c'est bien. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, sur notamment l'intelligence artificielle, il y a des outils comme les modèles de langue qui ont démocratisé complètement l'usage de l'IA, qui était réservé à une population de data scientists il y a 4-5 ans, et aujourd'hui on a de l'IA grand public utilisable partout, par tout le monde, dans vos poches. Et donc en fait l'avènement de ces modèles de langue a complètement démocratisé l'usage de l'IA qui est maintenant très très accessible. Et donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'appel à manifestation d'intérêt. On voit bien que toutes les strates de l'hôpital utilisent des modèles de langue. Et donc, sur les profils utilisateurs, c'est tous les profils des paramédicaux, des médecins, mais aussi tous les agents administratifs, le personnel technique, le personnel de la recherche sur l'écriture de dossiers, etc., etc. Donc, c'est un boom complet qui bouleverse beaucoup. Et donc, il faut accompagner, il faut former les gens à l'utilisation. Il y a des belles publications qui sont sorties récemment sur notamment l'IA et consultation qui montrent qu'il y a une courbe d'apprentissage majeure où on doit transformer la pratique. Donc, il y a aussi une courbe d'apprentissage
d'apprentissage sur l'usage de ces nouveaux outils. Moi, je pense qu'il faut les déployer, il faut apprendre en faisant. Mais voilà, donc il y a une vraie courbe d'apprentissage pour pouvoir bénéficier et maximiser le potentiel de ces innovations. Merci beaucoup, Étienne. Je vais m'auto-adjuger 2 questions pour répondre vite. La première sur le Wi-Fi. C'est des chantiers d'investissement qui sont très longs, très lourds et très coûteux. Voilà, il faut se dire les choses. Par ailleurs, ça n'est pas propre qu'au monde hospitalier sous le contrôle de Frédéric, mais quand on était au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, le Wi-Fi était un sujet, y compris chez nous. En fait, quand vous avez des vieux bâtiments, c'est un problème. Quand vous devez câbler un bâtiment gigantesque comme l'ancienne école polytechnique, c'est pas beaucoup plus simple que d'aller câbler la Pitié-Salpêtrière. Et autre exemple sur les questions restrictions budgétaires au sein du monde hospitalier public, comment financer l'implantation de l'IA sans mettre en péril les investissements, c'est une bien bonne question. Je pense que là-dessus, globalement, on sait tous qu'il faut augmenter le niveau de financement sur les sujets de SI en global à l'hôpital, c'est une évidence, mais il faut le redire. 2, en vérité, l'innovation, c'est très bien, l'impact, c'est mieux, et donc la question du ROI des solutions est une question majeure, et la démontrer est une question qui est absolument centrale. Voilà. Et puis 3, oui, quand même, à la fin des fins, je pense qu'on est tous conscients du fait que l'innovation, ça coûte aussi un peu d'argent, et que s'il n'y a pas d'argent à la fin du processus, l'argent mis au début du processus va poser ne produira pas ses effets. Peut-être avant de prendre une ou 2 dernières questions, on avait prévu un petit tour de table avec nos intervenants pour répondre en mode 30 secondes chacun, et ça peut tenir, aux 2 questions suivantes. 1, quel est pour vous l'impact principal qu'on peut attendre en termes d'innovation dans le soin via le digital, un exemple concret. Et 2, quel est le principal obstacle. Et vous avez chacun 30 secondes. Et Roman, tu vas pouvoir commencer. Oui, merci Nicolas. Pour moi, l'impact principal, c'est l'amélioration des parcours de soins et aussi l'amélioration de l'évaluation de nos pratiques, parce que la digitalisation permet d'avoir des bases de données, et ces bases de données permettent de comprendre ce qu'on a fait et de construire des outils qui sont à la fois analytiques de ce qui a été fait et prédictifs de ce qui va arriver. Donc, dans l'avenir, avoir des objets numériques prédictifs du devenir des patients et des effets des traitements qu'on leur propose. C'est le monde des jumeaux numériques au sens large. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, comprendre et prévoir. Et pour les obstacles, pour moi, il y a une sorte de triade de problèmes qui entourent le monde de la donnée de santé, auquel j'ai été confronté en étant pendant 4 ans directeur médical du Health Data Hub. Il y a les enjeux d'infrastructure, de mise en commun des données. Il y a des enjeux qu'on pourrait appeler psychologiques ou politiques, de blocage au partage des données qui sont multiples et très complexes. Et il y a des enjeux aussi éthiques et sécuritaires qui font que cette association de 3 facteurs fait que le domaine est particulièrement compliqué pour créer, par exemple, des structures transversales régaliennes de mise en commun et de partage des données de santé. Merci beaucoup. Myriam, même question, mais 30 secondes. D'accord. Donc, sur la partie amélioration, bien sûr, des meilleurs médicaments, etc., le plus important pour moi, c'est une médecine plus systémique qui permette d'avoir une prise en charge combinée, avec des équipes soignantes pluridisciplinaires, s'appuyant sur des données issues de plusieurs systèmes d'information et de manière transparente pour les soignants et le patient. Et le frein majeur pour avoir accompagné plus de 1000 hôpitaux pour le compte du ministère de la Santé, que je salue parce qu'ils sont présents aujourd'hui, la DGOS, le principal sujet, outre l'interprétation réglementaire, c'est la sécurité. Qui dit interopérabilité dit ouverture vers l'extérieur et donc un risque accru et donc des problématiques de sécurité majeures. Comme vous le savez, le rançonnage à l'hôpital est un des sujets majeurs, mais pas que. Il y a aussi la sécurité des dispositifs médicaux, dont les dispositifs médicaux implantables. Et moi, ma hantise, c'est le piratage des pacemakers, par exemple. Myriam, tu es quand même spécialisée dans cette table ronde sur la bonne nouvelle. Étienne, continue. Peut-être une réponse autour des diagnostics. On a des modèles d'IA qui favorisent le diagnostic et ils ont la qualité de leurs défauts, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus sensibles. Et qui dit plus sensible dit détection plus rapide. Donc ça, c'est très intéressant en termes de qualité de prise en charge. Si je prends un exemple, la prédiction du sepsis, on va identifier des patients qui seront à risque de développer un sepsis. Le défaut, c'est qu'évidemment, il faut être en capacité de prendre en charge ce patient qui a des signaux faibles d'apparition d'un sepsis. Et donc, comment on les prend en charge, comment on modifie
la prise en charge de ces patients dans un contexte où on est très contraint, où il manque de lits. Et donc, en fait, c'est à la fois une très belle promesse, hein, avoir moins de cas de sepsis à l'hôpital, et en même temps une difficulté de prise en charge, parce que est-ce qu'on va avoir les reins assez solides pour prendre en charge ces patients qui ne sont pas encore en situation de sepsis, mais qui ont des signaux faibles d'apparition d'un sepsis. Voilà. Merci. Théo? Bah, moi, je vais tirer le trait un peu sur la partie diagnostic parce que c'est un enjeu majeur, hein. Je vous rappelle que la population mondiale des plus de 65 ans va doubler dans les 30 ans qui viennent. Donc, le sujet des maladies chroniques et avec en particulier des maladies cardiovasculaires est un sujet majeur. Et juste pour vous dire en quoi le digital et l'IA vont permettre de répondre à cet enjeu majeur. Juste aujourd'hui, sur 100 patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires, 50%, donc 50, hein, se font diagnostiquer. Et au bout d'un an, parmi les 50 qui ont été diagnostiqués, la moitié ne prennent plus leur traitement, alors que c'est une maladie chronique. Et au bout de 2 ans, il y en a encore la moitié qui ne prend pas le traitement. Hein. Donc ça veut dire que, alors que si on veut lutter efficacement contre ces maladies chroniques, le digital et la data, l'IA va nous aider. Et Gilles, pour terminer le tour? Les points forts, je pense que moi j'en vois deux. Il y en a un qui est patient-centré, mais la conclusion de la keynote l'a dit, c'est la prévention. Je pense que ça, c'est un élément clé où le digital peut apporter beaucoup. Le deuxième, il est praticien de la santé centré. C'est comment on assiste, tout le potentiel d'assister la décision, l'orientation, ce qui va aller du diagnostic jusqu'au post-traitement et au suivi. Voilà. Ces deux axes-là sont forts. Et je vais sortir un peu pour les freins du monde de la santé, désolé. Je ne suis pas hyper rassuré sur l'avenir du digital. Voilà, si je raisonne du point de vue environnemental, si je raisonne du point de vue de la multiplicité de ce que l'on demande au digital, j'ai l'impression qu'il y a un tuyau qui risque de coincer quelque part. Voilà. Et donc il faut savoir faire avec, mais il faut aussi que la santé s'achète sobre par rapport à sa demande sur le digital. C'est pas pour casser l'ambiance sur le sujet, mais je pense que c'est quand même un enjeu important, collectif. Merci beaucoup de terminer ainsi sur un rappel de la limite. Voilà, donc merci à tous les 5 d'avoir comme ça essayé d'arpenter un peu les allées des enjeux de l'innovation et de la digitalisation. Et je tirerai juste une conclusion qui fait écho à la table, enfin au titre de la table, enfin de la journée, pardon. C'est que l'innovation, c'est comme l'art, c'est une longue patience. Merci beaucoup, merci à tous. On enchaîne avec une démonstration. Donc j'invite Alice Grenier et Nel Vieux, pardon. Je savais que j'allais soit le prénom, soit le nom. Nous présenter Auspitch. Quel micro je prends sur la table? Peu importe. Peut-être à parler. Bonjour, on m'entend bien? Et là, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend très bien. Restez ici, comme ça. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Nel, je suis consultant data, je suis aussi formateur data. Et je suis ici chef de projet pour Auspitch côté OnePoint. Et donc, à mes côtés, il y a Alice Grenier. Alice, je te laisse te présenter rapidement. En fait, je suis cadre de santé. Je suis un petit peu l'incarnation de ce qui a été dit précédemment. C'est comment monter un projet d'entrepreneuriat innovant quand on n'est pas PUPH. Donc, je ne suis pas PUPH. Je suis infirmière de formation initiale, cadre de santé. Et grâce à OnePoint, on peut monter ce projet. Et donc, Auspitch, on va vous le présenter ensemble. C'est une application qui est née d'un groupe de travail, à la base dans le cadre d'un master mené par Alice Grenier ici, avec OnePoint, lors d'un stage. Donc, c'est une application de traduction, personnel soignant patient, qui se veut reposant sur 3 piliers qui sont l'ergonomie, l'accessibilité et la sécurité. Et avant d'entrer dans le détail de qu'est-ce que c'est Auspitch, on va vous le présenter en détail, on voulait quand même vous poser une question. Donc ici, voici la question. Quel est le temps médian supplémentaire ressenti par un professionnel de santé
qui accompagne une personne allophone, c'est-à-dire qui ne parle pas français. Je vous laisse répondre. Je rebondirai juste ensuite. C'est partagé. La réponse, c'est 33%. Alors pourquoi 33%? Les assistantes sociales sont celles qui ont le temps en fait supplémentaire le plus important remonté. Les entretiens sont longs, donc elles, c'est même 60%. Le médecin, toute l'équipe, les chirurgiens, le corps médical, autour des 30%. Le brancardier, 0%. Pourquoi 0%? À plusieurs brancardiers, on ne parle pas. Donc ça ne nous prend pas de temps supplémentaire. Donc en fait, en lien avec le temps supplémentaire, c'est la qualité de la prise en charge en fait qui a été aussi évoquée. C'est comment on peut inclure notre patient dans la prise en charge quand on ne peut pas communiquer avec lui. Donc déjà, on ne l'inclut pas, on ne lui explique pas, et du coup, on communique beaucoup moins. Donc on a une sensation de qualité de prise en charge patient qui est moins bonne. Et donc à la deuxième question, là que je vous donne à l'oral qui n'est pas à l'écran, est-ce que vous êtes satisfait de la prise en charge d'un patient ne parlant pas français avec un patient ne parlant pas français? C'était non à 78%. Et donc, Auspitch était là, en fait, pour répondre à ce besoin aussi de qualité de prise en charge, en fait, de notre patient au sein de l'hôpital. Et j'ai bien sur l'ensemble du parcours patient. C'est donc une application de traduction. J'embraye un petit peu. Pas de souci. Certes, innovante, mais pas innovante sur le fait de soit une application de traduction. Donc là, on la voit pas, on peut pas vous la montrer. Elle est présente à l'étage. C'est une interface, voilà, coupée en deux. Un peu zoomée. Qui est présente donc sur tablette, sur téléphone également possible. Mais la volonté aussi de la tablette, c'était une application de traduction en milieu hospitalier. Il faut effectivement qu'on soit le plus inclusif possible. Il ne faut pas avoir des caractères trop petits. Ça écrit, ça oralise. Et du coup, l'interface est coupée en deux. Donc, un côté professionnel, un côté patient. Et donc, c'était rentrer en communication aussi avec le patient. L'avantage de co-construire en fait cet outil grâce à OnePoint à l'Institut, c'est effectivement de pouvoir l'adapter à notre besoin. Vous pouvez voir, il y a des panels de langues en fait choisis de l'autre côté, et ça, on les paramètre en fonction de notre besoin de bassin de population. Chaque établissement, qu'on soit dans le nord de Paris, dans le sud, on n'a pas le même accueil, le même type de patients, et c'est de pouvoir aussi permettre aux professionnels que ce soit le plus simple possible d'avoir déjà les langues principales en fait paramétrées en fait par avance. Il faut du cloud, il faut de l'IA. Et en plus, on voulait que notre établissement, nos établissements soient autonomes sur l'application. Donc, pas avoir d'éditeur. Donc, ça veut dire inclure effectivement la DSN directement dans le projet, les embarquer dès le début du projet pour que derrière, il y a des souscriptions Azure, il y a ces petits sujets-là qui évidemment sont tout à fait mon périmètre d'expertise initiale. Parlez-moi plus de KT Central que de cloud, mais maintenant, on essaie d'allier les deux pour pouvoir mener ce projet qui au départ semble simple, une application de traduction en capacité d'apprendre. Donc cette année, là, le gros du sujet, c'est de sortir la nouvelle version validée. Et puis, le en capacité d'apprendre, c'est comment fait-on pour enrichir cette IA? Le corps médical est habitué aussi à travailler à enrichir grâce à la reco vocale. On bénéficie sur nos établissements de licence. Ils sont habitués à améliorer. Et ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est d'avoir une application qui soit le plus précise possible. Et puis toujours avec des dialectes. Donc, comment fait-on pour aller chercher ces dialectes qui ne sont pas forcément de base dans, justement, pour ne pas nommer Google Translate, tout le benchmark qu'on a fait auparavant. Donc, comment trouve-t-on de l'interactivité? Comment trouve-t-on de la sécurité grâce au cloud? Lequel? Comment on stocke nos données? En fait, toutes les problématiques aussi d'attractivité, de données, de stockage qu'on a avec les chercheurs, qu'on a aussi au sein de nos établissements, on les a aussi dans une application de traduction. Donc, on a tout cet aspect-là embarqué. Il y a ce sujet donc, de sécurité qui est au centre du projet. On a la certification HDS. L'idée aussi, c'est qu'ils respectent le RGPD, puisque Auspitch est donc l'hôpital qui l'utilise en est propriétaire. Il utilise ses propres infrastructures. Donc, Auspitch est dépendant des infrastructures de son hôpital. Ce qui aussi lui permet du coup d'être enrichi par les référents linguistes volontaires Oui, c'était mettre à disposition. Alors l'IA, au départ, les équipes l'oublient. C'est-à-dire les soignants, quand on teste, oublient quand on dit mais l'IA, ça peut être un nom au départ dans les projets, mais quand je dis mais là, il y a forcément de l'IA en fait, c'est une traduction. Donc ça, des fois, les soignants oublient que derrière, en fait, il y a de l'IA. C'est tout bête, mais ça a été une réalité lors des audits. Maintenant, le but, c'est vraiment de pouvoir l'enrichir, que ce soit sécurisé.
et puis vraiment qu'on puisse le déployer. Mais c'est ça aussi, on est dans cette phase-là. Donc là, vous parliez du Wi-Fi. Donc vraiment, je mesure vraiment la chance aussi d'être au sein des hôpitaux Marie-Hélène-Long Saint-Joseph. Nous avons du Wi-Fi sur les 2 sites. Et en plus, je peux mener un projet d'entrepreneuriat. Donc, ça rejoint effectivement les différents échanges et la culture. Je peux mener un projet innovant et j'ai du Wi-Fi. Par contre, nous n'avions pas de MDM. Pour le Mobile Device Management, pour gérer la flotte. Parce que là, pendant plusieurs années, pour gérer les différentes versions que OnePoint nous mettait à disposition, il a fallu que je récupère les petites tablettes individuellement. Donc même avec une dizaine de tablettes sur 2 sites, je vous laisse imaginer le temps. Et quand on est maintenant dans une phase de déploiement, eh bien, il faut ce MDM. Ça y est, nous en avons un. Pas encore pleinement maîtrisé, mais nous en avons un. Donc j'ai du Wi-Fi, j'ai un MDM. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer à avancer. Maintenant, je laisserai le côté technique à OnePoint pour l'enrichissement en fait des modèles de langue, parce que les années passent. Ça rejoint aussi ce qui a été dit précédemment. Ça prend du temps en fait. Donc il faut savoir faire un petit peu de marathon, mais on arrive à avancer. Et pour compléter un dernier point, donc Auspitch aussi vise à l'ergonomie. C'était un des éléments importants. C'est l'idée, c'est qu'on ait un outil professionnel où les soignants n'ont pas à utiliser leur téléphone personnel pour procéder à une traduction avec un patient. Ça permet d'ailleurs aussi de rejoindre un peu ce paradigme de mettre le parcours patient au cœur, de mettre le patient un peu autonome. Donc ça veut dire qu'il peut prendre la tablette avec lui et le long de son parcours avoir la traduction comme ça d'un service à l'autre. Effectivement, c'était il faut rendre acteur le patient, mais comment rendre acteur le patient de sa santé lorsqu'on n'arrive pas déjà à communiquer avec lui, à lui expliquer son parcours. Auspitch, effectivement, au sein de nos hôpitaux, est envisagé dans le déploiement des tablettes sur 2 axes. Soit le patient est identifié international, non francophone, dès le départ de son parcours, et on lui met à disposition une tablette, soit les tablettes sont disponibles dans les différents services. Donc, il y a 2 axes, soit l'identification du patient en amont, c'est l'idéal, et c'est rassurant, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément beaucoup l'utiliser. L'exemple que je t'avais évoqué, c'était j'avais été appelée en catastrophe. Est-ce que ton projet s'avance toujours? Est-ce que ça marche? Oui, ça tourne. J'arrive dans le service, patient agité, anxieux, ça se passait pas bien avec les équipes. Je lui présente l'outil. En fait, ce patient, certes, il avait un téléphone, mais il n'avait pas accès. C'était vraiment juste pour appeler. Il n'avait pas les forfaits en fait adaptés pour chez nous, en France. Juste le fait de lui présenter la tablette, de rentrer en communication avec lui, ça l'a rassuré. Quand je suis revenue le lendemain, en fait, il l'avait utilisé une fois, très peu, mais il avait été rassuré par la présence de l'outil. Donc, c'est un outil pour accompagner l'humain, en fait, je dirais. C'est pas juste un outil pour remplacer l'humain. Quand l'humain est là, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais le chirurgien qui parle turc, turc, chez nous, nous en avons un, mais quand il est au bloc, il est au bloc. Nous avons pas mal de professionnels qui parlent différentes langues, mais parfois, ils sont occupés. Donc, c'est pas pour remplacer l'humain, mais c'est pour accompagner le patient au mieux dans son parcours. Et je pense à ce sujet, tu avais aussi une seconde anecdote sur est-ce qu'un patient qui ne parle pas français vous prend plus de temps lors de la prise en charge? C'est notre brancardier qui dit non, parce que justement, il ne parle pas avec lui. Tout simplement. Et donc, pour conclure, Auspitch, ça a été produit pour le milieu de la santé, mais au-delà, elle est déclinable dans d'autres environnements, guichets d'accueil, de collectivités territoriales, d'entreprises, etc. On va pas vous faire une démo en direct. Techniquement, on avait peur de faire un peu une Mark Zuckerberg. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de venir nous rejoindre au 5e étage. On va être dans la salle Eiffel. On a la tablette avec nous, on en aura 2 d'ailleurs. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez voir comment l'outil fonctionne, si vous voulez vous faire connaissance, n'hésitez pas, on sera au 5e étage à la salle Eiffel. On vous y attend. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il est l'heure de prendre une nouvelle pause. Donc, vous pouvez aller rendre visite à Auspitch au 5e, à nos partenaires au 4e étage. On vous attend ici à 17h15 pour la keynote de Lionel Collet. Donc, rendez-vous ici à 17h15 tout à l'heure.